Bonjour à tous et bienvenue dans Cult Technique pour une nouvelle vidéo de presque qualité. On est sur l'épisode 6 de la saison 2 de House of the Dragon. On va en parler avec l'ami Kerr. L'épisode s'appelle Small Fox, ce qu'on dit en français les petites gens. Et du coup, Kerr, on aimerait bien avoir ton avis. Donc là, tu as mis une côte de maille pour pouvoir commenter cet épisode. N'importe quoi. Et du coup, j'espère qu'elle ne sera pas trop chaud pendant cette canicule. Et du coup, toi qui connais à la fois donc les chevaliers et le côté les petites gens, tu es vraiment polyvalent, tu vas un peu dans toutes les strates de la société. Mais tu dis ça parce que je suis Picard en fait. Non, je dis ça parce que t'es sympa. Ok. Je sais pas ce que t'as contre les Picards. Et du coup, donc, rien, je suis Kerr Picard. s'est dit, ok, je vais encaisser sur cet épisode, je me mets une côte de maille, j'y vais en bonhomme. et du coup, qu'est-ce que t'en as pensé de cet épisode, mon bon Kerr ? Bah moi, mon cher Greg, j'ai beaucoup aimé cet épisode 6 qui est dans la continuité de ce qu'on a dans cette saison 2, c'est-à-dire un rythme qui peut vraiment perturber, qui est lent, qui peut laisser ce sentiment qu'il ne se passe pas grand-chose, mais qui est trompeur, hein, parce que si on regarde les premières saisons de Game of Thrones, c'était à peu près la même construction. Ça s'est accéléré hein, sur les 2 dernières saisons de GOT. Mais moi, vraiment très content de cet épisode que j'ai trouvé très soigné, encore une fois, au niveau de la réalisation, c'est impeccable. Au niveau des décors, j'en reparlerai après, mais je vais même le dire tout de suite. Moi, je trouve que Père Dragon, dans House of the Dragon, mais le décor, mais c'est dingue. Alors, la salle du conseil avec la table, c'était déjà fou et on l'avait déjà vu dans GOT, mais cette même salle alors, est-ce que c'est vraiment la même où il y a les conseils de Stannis et Mélisandre ? Je ne sais pas, mais là, ça donne une toute autre... c'est beaucoup plus impressionnant. Et surtout, le bureau de Rhaenyra, mais moi, je veux le même, en fait. Il est incroyable. Et ça donne à la série la possibilité de faire des plans dingues. Déjà, quand Rhaenyra discutait avec Jack Harris sur la chanson du feu et de la glace, ça permettait des plans dingues. Là, on a la meilleure scène de l'épisode avec ce baiser avec Mysaria qui est, je trouve, une scène superbe, mais aussi parce qu'elle est tournée dans un décor qui est magnifique. Vraiment, les décors, c'est dingue. Les acteurs, très très bien. Encore une fois, Olivia Cooke est géniale. Et donc, du coup, cet épisode était particulièrement à cause de cette scène ou il y a d'autres éléments que tu as retenus ? Alors non, pas que cette scène-là, mais par contre, c'est une des forces de cet épisode. Alors les autres forces, on a bien évidemment tout ce qui est enjeu politique, la stratégie, etc., qui, je trouve, m'intéresse de plus en plus. La construction du personnage d'Aemon aussi est très réussie. Toujours moins pour Daemon. Et ça, je pense qu'on est d'accord là-dessus, même si on a, et on verra dans l'analyse un peu plus point par point que il y a des choses très intéressantes qui ont été évoquées. Alors bien évidemment, on a toute l'intrigue sur Seasmoke qui est très intéressante, puisque je trouve la fin est étonnante. On a cette scène et c'est surtout, je trouve, le dialogue entre Rhaenyra et Mysaria qui est très réussi. On a donc le rapprochement des deux personnages, et puis ensuite on a une fin qui, à mon sens, est la vraie faille de l'épisode et qui est complètement loupée, dans le sens où on a Rhaenyra qui part pour voir qui est le dragonnier de Seasmoke, et en fait, pourquoi ? C'était pas du tout ce qu'il fallait faire pour qu'on ait une fin d'épisode réussie. Il fallait que soit on voit Fumée des mers, le dragonnier arrive avec Fumée des mers à Père Dragon, ou alors que... Kerr, on a dit qu'on n'insultait pas les mères, s'il te plaît. C'est son nom. Hein. Enfin, j'aimerais bien qu'on garde, tu vois. Je vais le dire en Cult anglais. Technique, c'est quand même... Enfin, les gens, on s'attend à un niveau de qualité, voilà. Là, c'est quand même la blague. Allez, vas-y, on va aller fumer des mers. Mais non, mais c'est son nom en français. Oui. Mais en anglais, c'est beaucoup mieux. Donc, je vais continuer sur Seasmoke.
moi, en fait, je voulais que l'épisode se termine avec l'arrivée du dragonnier de Seasmoke, puisqu'il n'y a aucun doute sur qui est le dragonnier de Seasmoke. Donc là, c'est faire un espèce de faux suspense et un nouveau départ de Rhaenyra qui repart toute seule. Enfin, ça n'a pas de sens. Là, en plus, stratégiquement parlant, c'est pas très futé, quoi. Imaginons que ce soit un ver qui ait récupéré Seasmoke. Rhaenyra se pointe avec son dragon. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit ah oui, ah bah tiens, du coup c'est un ennemi. Bon bah il faut donc que je m'enfuis. Et peut-être que Vhagar est à côté, et peut-être que je vais mourir. Bref, ça ne, c'est stupide. Et ça, je trouve que la fin est loupée parce qu'on reste sur il y a un arrière-goût qui va pas, alors que j'ai trouvé l'épisode très réussi. Tout ce qui est sur Port-Réal, la colère du petit peuple et l'agression qu'a subi Alicent, l'humiliation d'Alicent encore une fois avec Aemond, la pression qu'il met sur Aegon. Enfin, il y a vraiment plein de choses de très très réussies dans cet épisode. Je trouve tout ce qui est développé autour de Corlys est très intéressant aussi avec ses deux enfants. On sent que des personnages qui étaient dans l'ombre ou qui n'étaient même pas là vont prendre un rôle de plus en plus important dans la série. Et ça, c'est très cool. Donc vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode. Et voilà. À toi, qu'en as-tu pensé, mon cher Greg? Et bah du coup, de moi de mon côté, cet épisode il m'a beaucoup plu. J'ai vraiment bien aimé. Il y a effectivement de petits problèmes de rythme, mais encore, franchement, ça passe. C'est juste que on va parler de tout ce qui était de bien. S'il y avait un truc qui était moins bien que je retiendrais, c'est le fait que globalement l'épisode nous donne toujours un petit peu trop de biscuits et du coup on en déduit ce qui va se passer. Et c'est vrai que souvent dans Game of Thrones ou dans House of the Dragon, on est surpris par les évolutions. Là, en l'occurrence, c'est comme si ils avaient juste appuyé un tout petit peu trop. Par exemple, le fils illégitime de Corlys, que d'un seul coup on le voit avec un turban sur la tête, je me suis dit, tiens, mais est-ce que c'est pas parce qu'il a les cheveux blancs et qu'en fait il se... Ok, ça c'est la scène qu'on voit juste après. On a Mysaria, quand elle parle de faire un cadeau, etc. Je me suis dit, bah, ils n'arrêtent pas de parler du fait qu'il leur manque de la nourriture. Ils vont leur envoyer de la nourriture. Le fait que, par exemple, on voit le dragon à la fin, par exemple, cette fameuse fin un peu loupée dont parle Kerr, en gros, il nous donne toutes les briques. On sait exactement qui va être la personne qui va chevaucher Seasmoke. On sait du coup qu'est-ce qui va potentiellement s'y passer. Il y a juste ce côté, d'habitude, ils nous surprennent et là, en fait, ils nous préparent la scène un tout petit peu trop. Et ce qui fait qu'effectivement, on est un peu plus conforté, on est un peu plus dans un doudou. Par exemple, alors certes, ils n'ont qu'un épisode pour le montrer, mais la tension qui monte dans la ville, on a une petite scène, une deuxième scène. Donc là, il l'installe proprement, mais en même temps, du coup, c'est un peu plus télégraphié. Et quand Alicent se retrouve au milieu de la ville, on suppose que ça va péter. Et Stephen Sombrelin, tu sais quand Stephen Sombrelin essaye donc de... J'ai pas entendu, t'as dit Steven le pangolin ? Non. C'est une autre série, un autre personnage, ou j'ai juste pas entendu ? Non, Stephen, quand il essaye donc d'amadouer Seasmoke et qu'il dit ça y est, j'ai réussi. Là, bah, ouais. En fait, on se doute bien qu'au moment où il dit j'ai réussi, ouais. En fait, Seasmoke va allumer le barbecue. Mais oui, c'est une évidence. Sûr que ce serait un petit pangolin grillé. Donc c'est effectivement, on sait à peu près où la scène va. Larry s'est humilié, on sait très bien qu'il va aller voir Aegon. Enfin, c'est comment dire, l'épisode. Mais il y a quand même des surprises. Se lit un peu facilement. La série s'est un peu jouée de nous, par exemple, avec le fils illégitime donc de Corlys, donc Alan, parce que on découvre dans après nous l'avoir montré sur plusieurs épisodes, on découvre que en fait il a un frère et que c'est ce frère-là qui va monter Seasmoke. Enfin, c'est ce qu'on en déduit. Et du coup, et c'est là où j'ai pensé à toi en voyant cette scène, non pas que t'es un merveilleux dragonnier, mais en fait, tu avais dit on voit un personnage qui voit passer Seasmoke dans le ciel, c'est probablement un clin d'œil pour la suite. Bah oui, puisqu'en fait, c'était ce personnage-là, dans l'épisode 2 ou l'épisode 3, je ne sais plus, peut-être même le premier épisode, qui était en train de regarder Seasmoke. Donc en fait, il regardait le futur dragon qu'il allait monter.
Enfin, si c'est bien lui, enfin, il y a aucun doute là-dessus. Donc, Tu crois qu'il s'est dit, voilà, plus tard dans mon avenir, moi aussi, je peux fumer des mers et tout? Tu crois que c'était quand il ramassait des crabes? Il s'est dit, vraiment, le titre, le nom en français est vraiment problématique. On essaye de vous faire des analyses de qualité, et là, le nom nous met pas sur la bonne tangente, hein, soyons clairs. Kerr, sois un peu plus droit dans ta côte de maille là, pour continuer la vidéo. Oui. Ok, moi je le propose. Mais du coup, pour finir mon avis et pour donner la patate à Kerr, une fois qu'on a dit ça, franchement, j'ai trouvé ça chouette. Ah oui, quand même une scène sur un mot sur la scène donc du coup, j'étais dans cette optique en me disant, ok, l'épisode nous montre quand même beaucoup de moments où on voit à peu près où ça va et tout. Et commence la scène entre Rhaenyra et Miss Arya. Kerr, il est parti là. C'est peut-être la chaleur. Vous savez, sous tout ce métal, quand il fait chaud et tout, il fait une température de fou. Et donc du coup, je me disais, ouais, ok, on voit à peu près à chaque fois où les scènes vont, etc. Et puis la scène avec Rhaenyra et Miss Arya commence. Et Miss Arya confie sur son passé, et puis Rhaenyra s'approche d'elle, et je me dis, oh là là, c'est quand même une belle amitié. Vraiment, c'est beau, une belle histoire comme ça, entre deux femmes qui vont être amies, qui vont être main dans la main, et qui commencent à s'embrasser. Je me suis dit, ok, là, j'ai rien vu venir. Je suis complètement innocent. Et je me suis dit, oh là là, vraiment, quelle belle amitié pure dans Game of Thrones. Et complètement à côté, quoi. J'ai jamais vu venir la relation entre les deux depuis le début, quoi. Mais bon. Et donc ça m'a un peu remis en place. Je pense que cette relation, elle est vraiment apparue dans cette scène. C'est le discours de Miss Arya plus ce que dit Rhaenyra, c'est-à-dire le départ de Daemon, le fait qu'elle est perdue et son mari et son principal allié, le fait que Miss Arya lui dise quand même des trucs très très forts, sur son passé, mais surtout sur la fidélité et le fait que et quand elle dit c'est très difficile, quand elle raconte son passé, elle dit c'est très difficile d'avoir confiance, et en vous j'ai totalement confiance. Je pense que juste là, c'est d'ailleurs comme ça que ça a été un peu analysé et présenté par plusieurs personnes de la production. Il y a eu l'idée elle se laisse aller et elle se laisse séduire par le moment et voilà. Mais c'est peut-être parce que j'ai trop projeté, tu vois. Je me suis rappelé de ce moment où tous les deux on s'était confié des choses. Tu me disais, ouais, au cours des chevaliers, ils se moquent tous de ma côte de maille, ils disent que c'est en fait un t-shirt. Et moi je m'étais approché de toi et je t'avais dit, mais les laisse pas dire ça, t'es un écuyer qui va monter ton chemin petit à petit, et puis c'est un t-shirt de qualité, et puis voilà, enfin après on est allé manger des chipots, et le truc c'est que là la fin était pas ce que j'attendais, mais je me suis juste fait avoir. C'est complètement logique. C'est complètement logique. Elles sont toutes les deux. Bon, voilà. Mais la scène est magnifique. J'ai trop projeté. Moi, j'ai trouvé que la scène et la montée en tension, et notamment en tension en termes d'intimité, j'ai trouvé que cette scène-là était vraiment magnifique. Par contre, il y a un truc qui va pas, et il faut vraiment que Rhaenyra intervienne rapidement, c'est qu'il faut que ses gardes arrêtent de rentrer sans toquer, quoi. Le mec, il arrive comme un gros bourrin pour dire, c'est la reine quand même. Et d'ailleurs, elle le précise dans l'épisode quand elle met une claque à son conseiller, elle dit c'est ma faute sans doute si vous avez oublié de me craindre. Et il y a un truc que j'ai oublié de dire dans les éléments que j'ai beaucoup aimé dans l'épisode, et je me suis fait à de nombreuses reprises la remarque, c'est la qualité de l'écriture. Il y a dans cet épisode une pelletée de répliques qui sont excellentes. Quand par exemple ils discutent au niveau avec Daemon, vous n'êtes pas le joueur mais une pièce sur le damier. Quand il y a toutes les discussions avec Larys et Larys Aegon avec Aemon, enfin il y a vraiment énormément de phrases dans cet épisode qui m'ont marqué. Moi j'ai vraiment trouvé, tu vois, que cet épisode, les dialogues étaient peut-être vous allez ne pas être d'accord, mais j'ai vraiment senti que House of the Dragon avait des dialogues de bien meilleure qualité qu'une série comme The Acolyte, par exemple.
Sans déconner. Bon, passons maintenant à l'analyse point par point. Alors, moi j'ai envie de commencer par Aemon. Aemon, il a pas l'air commode. Et je pense que cet Aemon, il faut pas qu'il soit sur le trône trop longtemps. Donc, potentiellement, on peut imaginer un triumvirat Aegon, Larys, Alicent pour essayer de reprendre un peu le contrôle des choses face à Aemon, parce que c'est d'abord 3 personnes qui ont été humiliées par Aemon. Alors Aegon a été déjà brûlé, et ensuite d'ailleurs c'est intéressant parce que quand son frère va le voir, son frère le torture, puisqu'il le touche sur ses blessures, et ensuite on sent vraiment que Aegon ment quand il dit je ne me rappelle de rien. Il y a l'humiliation qu'on avait déjà eu dans l'épisode précédent d'Alicent. Là vraiment Aemon pousse le truc vraiment au bout, puisque dans le conseil il écoute pas sa mère, ensuite il la coupe, ensuite il lui dit t'as plus ta place au conseil, au revoir. Enfin vraiment c'est l'humiliation d'Alicent est très très rude. Et Larys c'est pareil, enfin quand il lui dit je sais plus, il l'insulte à un moment donné quand il lui demande d'aller chercher Otto, enfin c'est Il lui dit imbécile, ouais. il lui dit vieux crapaud. Il l'appelle vieux crapaud, et En anglais, alors il lui que dit Larys, imbécile. en français, il lui dit vieux crapaud. Et alors que Larys avait dit des choses intéressantes. Il avait dit l'ennemi de l'intérieur est plus insidieux. Quand il parlait donc du fait qu'Aemon méprise complètement la colère du petit peuple, et il dit aussi il compte sur vous pour assurer leur bien-être. C'est ça le poids de l'autorité. Et je trouve qu'en fait là où Larys était dans les épisodes précédents assez décevant, je l'ai trouvé dans cet épisode 6 moi beaucoup plus intéressant et beaucoup plus intelligent, et notamment quand il fait le parallèle de sa blessure à lui de naissance avec le fait que Aegon ne marchera plus, et qui dit laissez-les vous sous-estimer, et il insiste aussi sur le fait que Aemon est un danger. Donc je pense que Aemon est vraiment un danger. Il fait des trucs qu'on n'avait pas vu dans GOT et dans House of the Dragon. Viserys par exemple, il était assis pendant le conseil. J'ai pas souvenir de Geoffrey que lorsqu'il est roi qui agit comme Aemon. Là littéralement pendant le conseil il marche autour en fait, et il met une vraie pression à chaque membre du conseil, et quand il donne ses ordres, il y a personne ne peut contester, et il termine par je vois que nous sommes tous d'accord. Donc en fait il va être très compliqué Aemon. Il a une grande confiance en lui qui à mon sens repose sur un fait, c'est Vhagar. C'est-à-dire qu'il a vraiment l'impression d'avoir la bombe nucléaire avec lui. Je pense que s'il y a un rééquilibrage au niveau des dragons, peut-être que la situation d'Aemon va peu changer, et je pense qu'il fait une grosse boulette en envoyant balader Alicent, parce qu'Alicent a prouvé depuis le début de la série qu'elle est très intelligente, et qu'elle a largement les épaules pour tenir tête à Aemon. Donc je pense que c'est une erreur. Larys, on a vu à quel point il pouvait être fourbe et dangereux. Aegon, à mon avis, veut se venger. Bon, on verra ce que ça va donner, mais t'en penses quoi, toi, Damon ? J'en pense que il est pas dans sa dernière forme de Super Saiyan. J'en pense que là, on voit un Aemon qui se veut un roi fougueux, efficace, qui dit aux autres attends, on va gagner du temps, va à droite, va à gauche, toi tais-toi, fais ci, fais ça, etc. Il se croit en pleine puissance, et il se croit le plus efficace de tout le conseil. Alors qu'il commet des erreurs. Sauf que il est très bon sur certains points, et il commet des erreurs. Et du coup, le truc, c'est que il est comment vous résumer ma pensée ? En fait, le truc, c'est que d'un côté, on a un Aemon qui a l'air d'être une petite raclure, soyons honnêtes. Mais le truc, c'est que il n'est pas au niveau de Geoffrey à mettre des gens sur la tête sur le pic, à torturer Sansa. Il n'est pas du tout à ce niveau-là de roi qu'on veut absolument plus voir continuer dans Game of Thrones ou House of the Dragon. Le truc, c'est que donc il n'est pas le plus grand méchant des méchants, mais en même temps, tout s'installe pour une chute très abrupte.
Parce que, en fait, là, ce qu'il est en train de faire, il y a globalement, le peuple va le détester. Donc il va être obligé de devenir un tyran ou ça va pas marcher. À côté de ça, il y a du coup les gens de son conseil qui sont des gens efficaces. Larys est quand même là parce qu'il a tué toute sa famille. Donc de se mettre Larys à dos en le traitant d'imbécile ou en français de cuisse de grenouille, c'est pas bien malin en fait. Ça veut dire qu'il va avoir des gens qui sont les gens qui sont juste après lui les plus puissants du royaume qui vont tous lui en vouloir. Alicente a quand même un certain pouvoir d'influence auprès d'elle et il n'est pas le roi. Il est le prince consort qui est en train de gérer le truc. Donc en fait, il est vraiment en train... On a vraiment l'impression qu'il est en train d'accélérer sa chute à très grande vitesse. Et il a perdu Cole aussi. Et il a perdu Cole, qui est devenu Monsieur Invisible. Est terrifié, en fait. Il subit les ordres de Daemon. Et Cole n'a même pas émis la moindre phrase en tant qu'humain, en fait. Parce qu'il sait déjà qu'il n'est plus personne. Et il regarde Alicente de loin, parce que là, vraiment, il en est à un moment où il n'est plus rien. On se rappelle dans la saison 1 que Aemon bat Cole en combat quand ils sont en train de s'entraîner. C'est un... Enfin... En fait, c'est pour revenir sur ce que je disais, c'est d'un côté, il met tout en place pour s'effondrer, et de l'autre côté, ils n'ont pas fait de lui le grand méchant qui mérite d'être supprimé très vite. C'est pas le père Lannister, c'est pas Joffrey, c'est pas quelqu'un qui est l'antagoniste idéal, qui va du coup avoir ses montées et descentes au milieu. T'es dur, Tywin Lannister, il est beaucoup plus intelligent, il est plus... Alors tu m'as peut-être pas entendu. Ce que j'ai dit, c'est que justement, il n'est pas du tout au niveau de ses antagonistes. Oui, mais tu dis avec Joffrey et compagnie, mais Joffrey, il était bête, c'était un enfant. Mais il était beaucoup plus cruel. Ah oui, il était cruel, bien évidemment. Donc ce que je dis, c'est que Aemon n'est pas au niveau de ses antagonistes. Il n'est ni aussi cruel que Joffrey, ni aussi intelligent, efficace que l'était Tywin. Donc on a un antagoniste qui est quand même pas complète, enfin qui est pas formé. Il n'est pas dans sa forme ultime. Donc je pense que là, il va être dans une situation où il va devenir le tyran de Port-Réal parce que le peuple va péter un câble. Sa seule solution serait d'aller défoncer le blocus de Corlys avec Vhagar, sauf qu'il risque d'avoir une surprise quand il va y avoir plusieurs dragons. Il a déjà dit ce qu'il allait faire. Pardon ? Ils vont pas arrêter le blocus. Là. Leur objectif, c'est de récupérer Harrenhal. C'est d'ailleurs là où tu expliquais. Mais je pense que la populace va le forcer à attaquer le blocus avant d'attaquer Harrenhal. Et du coup, il va laisser les Lannister se faire soit trucider, soit on peut supposer qu'il va y avoir un deal entre les Lannister et Daemon. Et du coup, parce que son focus, à lui, il peut pas avoir sa ville qui brûle. Il va être obligé d'attaquer le blocus avant de faire quoi que ce soit d'autre. Alors, il y a plusieurs trucs. Il va faire le deal avec le triumvirat. Il va faire de plus en plus de bêtises. Quel triumvirat ? Oui, d'accord, oui, je vois ce que tu veux dire. Après, il y a quand même un truc, c'est que là, la populace, elle était en pétard contre Alicent, mais d'un autre côté, elle a quand même récupéré de la nourriture grâce à Rhaenyra, donc potentiellement, ça peut calmer sa colère. Imagine 2 secondes que tu as toute la ville qui dit « Fumée des mers ! Fumée des mers !» Que peut-il se dire ? Ils sont en train d'insulter ma maman. Ils sont en train... De quoi parle-t-on ? Là, concrètement, et si après on peut faire des théories là-dessus, moi je pense que Aemon, il a un objectif, c'est Harrenhal. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à écouter la raison et les conseils des autres, même s'il a la ville qui gueule. Je pense que il va continuer à Harrenhal. Et là, moi, je suis très inquiet pour Daemon parce que là, et passons à Daemon maintenant, j'ai vraiment l'impression que il perd un temps fou. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent la saison est ratée pour Daemon. Avant que tu passes à Daemon, je voudrais pouvoir placer quelques mots sur Aemon. Le truc, c'est que sur Aemon, de mon côté, moi, ce que je retiens, c'est que on pouvait se dire qu'il y avait peut-être des doutes sur
il attaque du coup son frère par erreur ou par volonté stratégique, etc., etc. Bon, on en avait parlé, hein, il prend la dague et tout, il fait tout pour pouvoir devenir prince consort directement. Mais là, il le menace directement. Il lui dit t'as intérêt à pas sortir de ton lit et tout. On est sur un Aemon qui a vraiment dans le côté justement méchant, il monte vraiment une étape. Là, cette scène, elle est vraiment, vraiment dure. Quand on les imaginait avant, on imaginait, pour reprendre mon parallèle de la semaine précédente, où je disais que Aemon et Aegon ont la relation que Daemon et Viserys avaient, l'amour en moins. Là, c'est clairement le cas, quoi. Puis c'est plus que il n'y a pas d'amour, c'est qu'il n'y a rien à faire, quoi. Il veut juste qu'il reste dans son coin pour pouvoir rester le roi. Et on sent qu'il se voit comme le roi, pas comme un prince. Il veut pas que Daemon reste dans son lit pendant des plombes. Aegon va y passer très vite. Sauf, justement, avec ce qui va se passer avec Larys. Et du coup, justement, pour en parler de cette scène entre Aegon et Larys, là, on voit que, en fait, Aemon s'est peut-être créé son plus formidable des opposants. Lui, Aemon, il est en persuadé que son duel, celui qui doit arriver depuis le début, c'est Daemon. Mais il a à l'intérieur de son château quelqu'un qui n'a pas hésité à brûler les siens, quelqu'un qui va potentiellement l'empoisonner dans son sommeil. De la même manière que Daemon en parle souvent, il dit oui, mais un chevaucheur de dragon, il est au final, quand il n'est pas sur son dragon, c'est qu'un homme qui peut être empoisonné ou tué. C'est vrai qu'on a un peu l'impression que là, il va être au milieu de tous les risques, parce que la garde royale est-elle vraiment fidèle à Aemon ? On a le maître des secrets qui s'est mis en tête de le buter, avec le roi légitime qui est ok pour cette scène. Accessoirement, cette scène, je la trouve extrêmement bonne, entre Larys qui lui parle de son handicap, le roi dont on sent qu'il est juste effrayé et tout. Et j'ai trouvé vraiment cette scène poignante. Pour moi, je pense, une des meilleures scènes de cet épisode. Et ses implications sont terribles ou géniales en fonction de ce que vous pensez de Daemon pour le personnage. Et c'est marrant parce que Larys, quand il croit être encore dans les bonnes grâces d'Aemon, le prévient de se méfier du petit peuple. Quand il dit là, il n'y a pas que l'ennemi extérieur, l'ennemi extérieur est plus facile à vaincre que l'ennemi de l'intérieur, lui est plus insidieux. Et en fait, 2-3 scènes plus tard, l'ennemi de l'intérieur qui est plus insidieux, c'est Larys. Et en fait, on peut revoir cette scène comme une menace envers Aemon. Et l'humiliation que, bien évidemment, Larys a subie fait de lui un nouvel ennemi pour Aemon. Mais là, il n'y a pas de doute là-dessus. On le voit bien avec Aegon, et on voit bien aussi qu'il va se rapprocher d'Alicent. Donc voilà, je pense que cette menace-là, elle est évidente. Avant de partir sur Daemon, mon cher Greg, restons un peu à Port-Réal sur un des points, moi, qui m'a le plus intrigué dans cet épisode, c'est les nombreuses références à Otto Hightower. Alors il y a déjà Aemon qui le rappelle en tant que main, donc là on avait dit la dernière fois qu'il s'était fait virer, il va revenir, c'est une évidence, en effet. Alors on ne sait pas s'il va vraiment revenir, parce que là pour le coup il a rompu le dialogue avec Alicent. Il y a évocation il est potentiellement en danger, puisqu'on apprend que la maison des Essaims se bat contre les Hightower. Le frère d'Alicent n'a pas de nouvelles, donc est-ce que Otto est menacé? Et c'est la deuxième fois dans la saison où on évoque Daeron, qui est donc l'autre fils d'Alicent. Le fait qu'on l'évoque, à mon avis, c'est loin d'être anodin. Surtout que on apprend que c'est quelqu'un de bienveillant, là où Alicent rajoute c'est ce qui fait défaut à ses frères. Donc là, potentiellement, sur le front des Hightower, avec Otto, pour la suite de la série, je trouve que c'est très intéressant. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il se passe un truc et on le suit pas du tout? Parce que on suit vraiment la série sur deux fronts en fait. Rhaenyra, les noirs et les verts, mais d'autres camps
potentiellement se battre, et on le sait, on l'a vu. Alors, la série n'a pas voulu nous montrer le massacre des Bracken et de l'autre famille dont j'ai oublié le nom, je suis désolé. La bataille du Moulin, on l'a pas vu. Il y a peut-être d'autres, dans les 7 couronnes, d'autres fronts et d'autres choses qui sont très intéressantes et qui sont en train de se passer, mais dont finalement, soit on ne sait rien, soit on a juste quelques infos, comme par exemple le fait que le Tully ait récupéré le pouvoir, mais ça on en parlera avec Daemon. Tu penses quoi là de la suite avec Otto ? Il va revenir ? Je serais très surpris qu'on ne voit pas Otto. Accessoirement, je trouve que c'est intéressant parce que scénaristiquement, ils ont autant ouvert la voie de Otto va revenir sauver le jour avec des cavaleries de ce qui est quand même une des familles les plus riches des 7 royaumes. Et à côté de ça, on imagine qu'il pourrait être un captif d'une famille du coin qu'il a chopé sur le... Donc ils ont vraiment mis en place le fait que les deux sont présents. Et clairement, je ne vois pas Otto, qu'il soit captif ou qu'il soit... à haute tour, qui soit captif et qu'il ne soit pas en train de préparer en fait son retour d'une manière générale. Je le vois pas dire bon bah ok, je suis plus la main, bon bah c'est fini, j'ai fait mon truc, je pars à Cancun, bisous tout le monde quoi. Ce serait très surprenant. Oui, alors après, puisque on part, je vais reparler du frère d'Alicent après. Mais puisqu'on est toujours sur Port-Réal, la scène donc d'émeute, forcément fait beaucoup penser à celle qu'on a vue dans Goth avec Sansa qui est sauvée par le limier. Je trouve que le plan de Rhaenyra et de Mysaria, est excellent d'envoyer des vivres. Là où, donc sur Alicent, je trouve que l'idée que tu as évoquée de Aemon va écouter finalement le peuple et sa colère pour aller taper sur le blocus n'est pas l'élément qui va arriver. C'est en lien avec ce que tu as dit aussi tout à l'heure. C'est la série nous donne des indices tellement gros que finalement on le voit venir de très loin. Et il y a une scène dans cet épisode qui me fait très clairement comprendre qu'il va y avoir un Harrenhal. Et qu'en plus, il va potentiellement se passer quelque chose de tragique. C'est la discussion entre le frère de Alicent et donc Alicent. La musique, le fait qu'ils lui disent adieu, le dernier regard furtif entre Alicent et Cole, potentiellement me fait dire que non, la suite c'est à Harrenhal, il va y avoir une baston là-bas. Et comme depuis de nombreux épisodes, on a Daemon qui est à Harrenhal et qui en plus s'enlise à Harrenhal, rien ne se passe comme il le souhaite. Pour moi, la suite c'est à Harrenhal, quoi. Donc je pense pas qu'il va partir sur le blocus, Aemon. Et du coup, il va y avoir les Targaryen, les Lannister, etc. Je pense que ça va être très intéressant. Mais là, concrètement, Daemon est dans une situation qui est terrible, parce que dans l'épisode précédent, vous expliquez qu'il avait perdu les grands seigneurs du Conflant en soutenant les Bracken dans les atrocités qu'ils ont fait. Alors c'était pas son plan, mais les Bracken ont fait ça. Et là, on apprend donc que c'est les Tully qui récupèrent c'est le petit Tully qu'il avait humilié 2-3 épisodes avant, qui récupère le trône. C'est un vrai problème avec le décès de Lord Grover. Et accessoirement, je tiens à souligner un truc, c'est que cet épisode tue un peu une des théories qui était la plus en vogue sur House of the Dragon, qui était que Alice Rivers n'existait pas, qu'elle était une invention de Daemon, puisque là on a Lord Simon qui en parle. Donc il dit c'est notre soigneuse, etc., etc. Donc cette théorie-là, pour moi, elle en prend du plomb dans l'aile. Et surtout que cet épisode, mais j'ai aussi l'impression que l'épisode précédent, tu me diras si t'es d'accord, mais j'ai l'impression que quand Daemon a des visions, on nous montre bien quelqu'un le réveiller. Donc en fait, c'est pas des visions, c'est des cauchemars, c'est des rêves. T'en penses quoi de la situation de Daemon ? Du coup, mon cher Kerr, alors pour répondre à tout ce que tu as dit, donc tu as à la fois parlé d'abord de Alicent puis Daemon, donc je vais faire exactement dans cet ordre aussi. Alors Alicent, elle a quand même plusieurs scènes assez marquantes et on voit qu'elle sombre en fait. On voit qu'au début, elle se dit j'ai fait tout ça pour mes enfants.
Et là, on a carrément un de ses enfants qui est en train de menacer de mort son autre fils. Et là, on va dire que sa famille, qui était un peu l'excuse de sa prise de pouvoir, le fait de protéger ses enfants, Otto qui lui avait dit « mais tes enfants ne sont pas en sécurité tant que Rhaenyra n'est pas là, etc. Et tant que Rhaenyra n'est pas encore tuée. Et en fait, donc là, ce qu'on voit, c'est que sa famille détruit sa famille. Ce qu'on voit, c'est que y a Aemon qui est en train de tuer à grand feu Aemon. Donc, du coup, dans les scènes, moi j'ai trouvé vraiment les scènes où elle parle avec le maître assez fortes. On voit qu'il y a une alliance avec le maître et on voit que le maître ne veut pas prendre part parce que justement, lui, il n'est pas là pour décider un peu de qui sera le roi. Il est juste là pour être à table. De la même manière, comme pour rebondir sur ce que tu dis, et je suis assez d'accord, tu disais il y a une musique triste, elle donne. Moi, j'ai l'impression que c'est le frère qui. Elle disait adieu à son frère. J'ai trouvé cette scène de fratrie très réussie, avec un vrai dialogue entre frère et une sœur. D'abord, un peu à jouer sur qui était le préféré, et puis petit à petit, en fait, il lui parle réellement, il lui parle sérieusement. Vraiment, j'ai trouvé cette scène extrêmement écrite entre un frère et une sœur. Et puis Cole, c'est une affaire du passé, quoi. C'est l'amour des vacances. Il est au fond en train de faire la tête. Le truc, c'est que j'ai trouvé cette scène très bien écrite. Oui, je pense que c'est le frère qui va mourir. Je pense que je suis d'accord avec toi, pour moi c'est le frère. Et du coup, il y a cette scène, il y aura eu cette jolie scène entre les deux avant que peut-être donc le frère meure. Et comme l'avait fait remarquer Kerr dans la vidéo de la semaine dernière, c'est le frère qui avait mené le dernier assaut sur le fort la dernière fois quand du coup Cole était face au roi calciné en se demandant ce qu'il était en train de faire. Donc ce frère qui, mine de rien, est le gars sûr des Verts, moi je le vois bien disparaître. Et du coup, Alicent, accessoirement, je trouve que c'est un super personnage. Je sais pas ce que t'en penses, mais quand il est arrivé dans la série, moi je l'ai trouvé un peu fade et je me suis dit, voilà. Et en fait, c'est un super personnage. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Et donc au final, c'est vrai que on a l'impression que le seul choix qu'elle a, c'est presque de faire disparaître Aemon, ce qui est terrible parce qu'on a la sensation que elle qui sait le risque que sont une guerre de succession, puisque évidemment, là on a presque l'impression que du coup, si elle ne gère pas le problème Aemon, c'est du coup Aegon qui peut... ils ont vraiment des noms trop proches. C'est vraiment Aegon qui risque d'y passer, mais aussi sa fille. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant quand elle va voir sa fille, c'est ses petits-enfants, parce que c'est toute cette lignée-là que Aemon va peut-être vouloir faire disparaître pour devenir le roi. Il va pas avoir envie d'avoir un petit neveu ou une petite nièce qui peut du coup se réclamer de nouveau dans sa lignée. Donc Alicent, elle se trouve vraiment dans une situation où elle va devoir choisir entre ses enfants. Et c'est déjà arrivé dans l'histoire des Targaryens. Et il y a un parallèle qui est énorme qu'on peut faire avec Maegor le Cruel, qui était avant, qui a usurpé le trône de son frère. Et l'énorme parallèle que tu peux faire avec Aemon, et c'est pour ça que je disais que Aemon, la confiance qu'il a, c'est Vhagar, mais le parallèle Maegor, sa monture, son dragon, c'était Balerion, qui était le plus grand de tous les dragons. Donc en fait, il y a cette situation-là a déjà existé dans l'histoire proche des Targaryens, et Alicent, elle le sait. Donc forcément qu'il y a un immense danger pour Elenia et pour les enfants. Et qui ne connaît pas l'histoire est condamné à le répéter. Hein. C'est sans doute ce que leur a dit le maître quand ils apprenaient pas leur devoir. Mais et du coup au final donc Alicent, je pense qu'elle va avoir des scènes de plus en plus touchantes. Et puis quand elle est attaquée par la foule et elle dit rangez vos épées, et en fait du coup les chevaliers qui sont eux là pour essayer de la défendre. Je ne rentrerai pas dans le débat de est-ce de la violence policière ou pas. Et donc du coup, quand il coupe la main à quelqu'un qui essayait de la saisir, elle était... là, elle se rend compte, elle entend la foule qui
est en train d'haranguer que la reine c'est Rhaenyra. Elle a perdu. Cet épisode, c'est la défaite de Alicent, je pense, parce qu'on lui dit, enfin, on chante dans les rues, vive la reine Rhaenyra. Son fils lui dit, bon bah maintenant, tu vas retourner à des tâches plus domestiques et tu n'es plus dans le conseil. Cet épisode, c'est la défaite quasi totale, parce qu'elle a encore des possibilités de revenir sur le ring, de Alicent. Et c'est un épisode, il y a des moments où Alicent n'est pas un personnage tendre du tout, on sent qu'elle fait exprès de faire des manipulations et tout, mais là, cet épisode, il en est presque triste, de cet adieu avec son frère, de la voir avec son fils qui est en train d'agoniser, personne qui en a quelque chose à foutre, sa fille qui se fait attaquer devant elle et tout, alors qu'elle, elle veut juste aller prier pour son petit-fils qui est décédé. Moi, j'ai vraiment trouvé que le fait de la série, sur cet épisode, a bien réussi à contrebalancer en fait le fait on dit on est pour les noirs, on est pour les verts, ou il y a un camp qui est bien ou pas. Et du coup, pour te refaire une transition sur Daemon, c'est un petit peu ça. On a vraiment la sensation que la série essaie de le contrebalancer. C'est le personnage fort des Noirs, et là, il est complètement dans le cosmos. Littéralement, il est en train d'ouvrir ses chakras à l'univers. Et oui, pour revenir sur ce que tu disais, oui, ce personnage est nulle part. Il est dans ses rêves. Et en même temps, pour revenir sur ce que tu disais, moi j'ai plus que noté, c'est quasiment toujours, Lord Strong qui vient le voir pour le réveiller, pour lui dire « Hey, Daemon, il se passe quelque chose !» Et il se réveille. C'est très très rare que ce soit pas lui qui le réveille de ses tourments. Et c'en est un moment où c'est tout le temps le cas. Donc quand Daemon prend sa dague et lui dit qu'est-ce que vous êtes en train de faire, etc., cette scène, elle peut paraître complètement déraisonnée, parce que là, il est passé il est perdu dans ses rêves à il est en train de devenir fou, et dans la réalité, il fait des actions folles. C'est la première fois qu'il fait une action folle, ou qui peut paraître folle du coup à son entourage, ce qui est très dangereux. Concrètement, il pourrait le vendre au vert, les gens de Harrenhal. Et du coup, mais en même temps, c'est vrai qu'il commence à avoir des suspicions. C'est toujours quasiment toujours la même personne qui le réveille de ses cauchemars. Il y a un moment, on peut se poser des questions. Et je me suis posé une question, Kerr. Tu penses, non, ça serait tordu quand même, genre que Lord Simon il n'existe pas aussi et que il est genre à Renault tout seul depuis tout ce temps. En fait, il faudrait que Daemon il tourne une toupie et on voit si la toupie tombe. Oui, mais très concrètement, je pense qu'il existe. Moi, je suis pas du tout sur ce genre de théorie. Non, je pense qu'il existe, mais justement par rapport à la question que je veux te poser, j'ai l'impression que la série n'avait pas le surnaturel de Game of Thrones. Il n'y a pas les marcheurs blancs. Mais Alice l'est. Alice, c'est le surnaturel de House of the Dragon. Justement, c'est mon point et ma question. C'est qu'on n'a pas les marcheurs blancs, on n'a pas les prêtresses de feu. Là, tout de suite maintenant, j'ai l'impression avec Harlys, en plus avec son discours, de dire il y a des personnes à Harrenhal, il y a des esprits à Harrenhal qui sont plus vieux que les dieux, etc. J'ai vraiment l'impression que c'est le surnaturel de Game of Thrones est en train d'arriver dans House of the Dragon via la porte de Harlys et de ses rêves de Daemon. Qu'est-ce que t'en penses ? Ben non, mais moi je suis d'accord. Après, merci à toi. Et du coup, mais je pense que surtout Daemon, et c'est là où t'as dit un truc intéressant, c'est le personnage fort des Noirs. Est-ce que c'est vraiment lui ? Parce que par exemple saison 1, il s'en va avec son dragon et puis un œuf. Il se fait tout de suite clapper par Rhaenyra jeune. Ensuite, il revient un peu auprès de Viserys, etc. Il a jamais eu vraiment de moment de gloire, parce qu'on va dire le gobeur de crabe, ok, il l'a tué, mais après s'être enlisé pendant de nombreux mois. Donc en fait, il a toujours failli être l'homme fort, l'homme de la situation pour être sur le trône, et il l'a jamais été. Et ce qui est évident depuis le début de son périple à Harrenhal, c'est qu'en fait, il n'est que rongé par la culpabilité. Et à plusieurs moments, il y a la culpabilité d'avoir trahi Viserys quand il réclame le trône
et qu'il déçoit son frère et que du coup il est déshérité. Il y a la culpabilité. Là, cette scène-là, j'ai trouvé extraordinaire. Il y a la culpabilité de il n'était pas là quand son frère a perdu sa femme. Et il lui dit je n'étais pas là, je le suis maintenant. Il y a dans cet épisode-là, on n'en a pas parlé de Viserys, mais le fait de le revoir d'ailleurs m'a fait vachement plaisir. Il y a la culpabilité vis-à-vis de Viserys, la culpabilité vis-à-vis de Rhaenyra. Je pense qu'il y a un espèce de combat dans la tête de Daemon de savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Et pour moi, ce qui est évident, ce qu'il doit faire, et c'est à mon avis vers quoi il se dirige, c'est je dois fidélité à Rhaenyra. Il y a toute cette construction-là qui fait qu'avec sa culpabilité, le fait qu'il ait trahi, etc., il va revenir vers Rhaenyra. Le problème, c'est que comme il est dans cette réflexion et lui enfermé tout seul dans son délire, il ne voit pas qu'à côté, il est en train de faire boulette sur boulette. Et après avoir perdu le conflant la semaine dernière, là, il a humilié celui qui est le nouveau patron du côté des Tully. Et Lord Simon, il lui dit, c'est une très mauvaise nouvelle. Il le met à plusieurs moments en garde vis-à-vis de ça. Et lui ne sait pas que Aemon a prévu de venir avec Vagar et avec Cole et compagnie sur Harrenhal. Mais là, au moment où on en est là dans la série, il reste peu d'épisodes. Il nous en reste que 2. Il va se manger, à mon avis, un torrent de feu, pour pas dire autre chose, à Harrenhal parce que il est pas du tout prêt. Il a aucun allié et il y a une armée qui arrive avec celui qui est le plus gros dragon, Vagar. Donc il est pas prêt. Il est pas prêt, Daemon. Et c'est un peu cocasse, paradoxal de voir ce personnage-là réfléchir à est-ce que je prends le trône, est-ce que je le prends pas, si je le prends, non, je le prends pas, etc., etc. Et ne même pas voir arriver une menace qui potentiellement, alors moi je ne pense pas va lui être fatale, parce que sinon toute la construction de la saison n'a aucun sens. Mais tu vois, moi dans mes théories, alors je sais pas, j'ai pas lu les bouquins, hein, donc, mais à mon avis, Daemon, Harrenhal, ça se passe mal. Et genre, tu parlais tout à l'heure de captif, lui je le vois bien captif, tu vois. Et ça pourrait complètement redistribuer les cartes. Parce que là, il s'est complètement perdu à Harrenhal. Il a rompu les liens avec Rhaenyra. Personne ne sait ce qu'il fait. Il a l'impression d'être en position de force. Bah moi, j'ai pas l'impression. Après, c'est vrai, bon, on en reparlera après, des dragonniers. Des nouveaux dragonniers, ça peut aussi changer la donne. Mais est-ce que ça va changer la donne aussi vite? T'en penses quoi là de ça? De cette théorie? Ben, très concrètement, le truc, c'est que Daemon, il est en train de faire un trip de champignons pour s'ouvrir ses chakras. Toutes les scènes qu'on a eues, Rhaenyra jeune, il lui a coupé la tête, Viserys au début, il l'engueule, il couche avec sa mère. On est sur une dynamique où en fait, dans ses rêves, il fait tout ce qu'il veut faire. Et le truc, c'est que là, pour la première fois, il dit à Harlys, je te demande conseil. Elle lui dit, tu me demandes conseil ou tu me demandes de l'aide? Je reformule les propos. Il dit, j'ai besoin d'aide. Il se rend compte qu'il est complètement à poil là dans ce château et qu'il est perdu dans le monde parce que qu'est-ce qui se passe s'il part de Harrenhal en fait? Il va où? C'est quoi l'endroit? C'est qui les gens qui vont l'accueillir? Il peut retourner à Père Dragon. Hein. Mais non, mais justement, tout son discours, c'est de dire qu'il veut revenir en disant que c'est lui la force, c'est lui le roi, et la reine n'est là que pour l'accompagner et lui tenir la main. Donc au final, le truc, c'est que il est en bout de course là. Il est vraiment en train de bout de course. Il est en train de tout perdre. Le seul truc qu'il a, c'est Agrax. J'ai un doute sur le nom de son dragon. Et du coup, le truc, c'est que il est en train de tout perdre. Et il lui dit, j'ai besoin d'aide. C'est pas Caraxès? Non. Et au final, ce qu'on voit, c'est que ce personnage de Harlys, au moment où il dit j'ai besoin d'aide, au moment où il commence à admettre ses défauts, c'est la première scène où il dit à Viserys, je suis là pour toi. Je l'étais pas, je suis là pour toi. Donc au final, j'ai l'impression qu'on est sur une espèce d'arc de rédemption de Daemon. Est-ce que c'est pour nous l'amener à un stade un peu plus illuminé, ou en tout cas, il comprend un peu plus qui il est pour devenir vraiment l'aide qu'il aurait dû être auprès de Rhaenyra et de sa famille. Enfin, il a quand même abandonné ses filles et tout, et c'est, il en a rien à foutre, quoi. Et le truc, c'est que, est-ce que on est plutôt sur cet arc-là,
et il reviendra plus tard quand il aura compris que c'est son heure. Il viendra mourir à Arenal parce que c'est là où il aura été, il sera devenu qu'il devait devenir. Ou est-ce qu'en fait, il est en train de faire un arc rédemption vitesse grand V, parce que scénaristiquement, c'est très important de nous expliquer que, attention, il va crever dans 2 épisodes. Comme Harley a dit, tu vas mourir ici. Mais même la série peut nous faire croire que soit il y a cette rédemption et il va revenir avec Rhaenyra, soit il va rester un problème, soit il va enfin être à la hauteur de nos attentes. Mais comme tu le disais, la série très souvent nous a pris à contre-pied. Tu fais des théories sur Ned Stark avant qu'il se fasse trancher la tête. T'as plein de possibilités d'évolution du personnage dans la série. Et pourtant, une scène après, il a plus de tête. Donc, mais j'ai vraiment, je suis très curieux. J'espère que je me projette pas de manière inutile. Mais c'est vrai que j'ai l'insensation j'espère qu'il va y avoir quelque chose qui va sortir de cette introduction du surnaturel alors je sais que les dragons c'est surnaturel, mais du surnaturel dans House of the Dragon. C'est vraiment un pan qui me manquait de Game of Thrones dans cette série, et je trouve que ça donne une couche supplémentaire d'intérêt à la série. Donc j'espère que ça va pas juste se régler en 2 épisodes et puis basta. En termes de temps d'antenne, enfin de temps d'épisodes, de temps de la série, il y a beaucoup, il y a 15-20% d'épisodes qui sont d'Aemon et en trip. Donc si à la fin de la saison, on a eu quasiment un épisode entier des tripes de Daemon, je serais très déçu qu'il n'y ait pas quelque chose qui soit vraiment une apothéose, ou quelque chose de grand qui en sorte. J'espère que le grand, c'est pas juste un combat entre lui et Aemon, et puis ils font un jeu égal, et puis c'était sympa, quoi. Ouais, bah on verra. Est-ce que tu veux reparler des dragonniers, ou parce que moi il y a un petit détail qui ne vient pas de moi mais que j'ai vu sur le Twitter de Westerosis qui m'a vraiment plu, et du coup j'avais envie de le partager avec vous. C'est que en fait là on est donc avec Seasmoke qui donc a un nouveau dragonnier. Et le Twitter Westerosis, donc un Twitter américain sur GOT qui est pas mal, je vous invite à le suivre si vous avez envie, précisait dans un de ses tweets que en fait chez Martin explique clairement qu'un dragon ne peut avoir qu'un seul cavalier. Et donc si il y a un nouveau dragonnier sur Seasmoke, ça veut dire que Laenor Velaryon, qu'on avait vu dans la saison précédente et qui était l'époux de Rhaenyra, qui était officiellement mort, mais officieusement toujours vivant. Si Seasmoke accepte d'être monté par un autre dragon, c'est que Laenor Velaryon est mort. Et alors, mort, on l'a pas vu, il est mort dans ses aventures, mais il serait mort. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Après, la série peut prendre complètement des libertés, hein. Ouais, j'en sais rien du tout. Là, vraiment, j'ai no comment, je n'en sais rien du tout. Par contre, donc, du coup, pour réagir au dragonnier, je voudrais d'abord qu'on en revienne du coup à Rhaenyra et sa tentative. Alors, dans mes notes, j'ai appelé ça la scène du barbecue. Rhaenyra qui tente avec le chevalier de mettre en place les personnes des autres lignées, et on voit avec la fin, clairement, ça va être le fils illégitime de Corlys qui va être sur Seasmoke, que son plan marche. Et je pense que ça va être une confirmation que son plan marche. Et donc qu'elle peut retenter ça, comme Mysaria du coup essaie de la pousser dans ce sens-là. Donc effectivement, je pense que là, alors peut-être pas pour cette fin de saison, peut-être que ça va être le début, il va y avoir une quête des recherches des héritiers Targaryens qui peut être intéressante. Et du coup, effectivement, il y a les dragonniers, globalement, on est en train d'avoir 3 pistes. On est clairement dedans, la recherche des dragonniers. On a les 2 frères Velaryon. Ils arrêtent pas de nous montrer le soi-disant Targaryen dans le bar, dans la taverne. C'est que forcément ou le forgeron. Ou le forgeron, bien évidemment, Hugh Marteau. Et on a laissé avec Sir Stephen. Donc là, en gros, il y a, si on fait ça, donc il y a Seasmoke avec le deuxième fils illégitime de Corlys. Il y a Vermithor qui va
avoir un dragonnier, on suppose. Hein. Donc là, je pense que, pour reprendre les propos de guerre, je pense qu'on est plutôt du côté du forgeron ou de l'imposteur de la taverne. Et après, il y a également, il ne faut pas l'oublier, parce qu'on a des scènes qui sont de plus en plus insistantes dessus. On a Rhaena. Encore une fois, hein, vous noterez que les noms sont tous quasiment identiques. On a Rhaena, la plus jeune fille de Daemon, qui est ovale. Et je ne pense pas que ces scènes ovales où elle dit « Ah, mais j'aimerais bien être avec un dragon. Ah, mais j'ai pas réussi. » Et il y en a un. Et là, il y a un dragon énorme, là, le voleur de moutons. J'ai vraiment la sensation qu'on est en train de nous amener à le fait qu'elle va avoir une scène avec le voleur de moutons et elle va le chauffer. Ce qui serait un twist, c'est que ce soit le plus jeune fils de Rhaenyra. Ça, ce serait un sacré twist. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est Rhaena qui, c'est son histoire qui est en train d'arriver. Et du coup, on en revient à ce côté un peu télégraphé de cet épisode. Si c'est le cas, ça veut dire que on aura eu quand même quelques histoires dont on aura pu un peu voir où vont les fils. Et puis surtout, on commence la saison, je m'étais moi-même fait prendre au jeu, on avait vraiment l'impression que les Verts étaient trop puissants. Ils avaient toutes les armées, ils étaient sur le trône, ils avaient Port-Réal, ils avaient le dragon le plus fort. Du coup, comment ne peuvent-ils ne pas gagner ? La série, en fait, elle répond. En fait, les Noirs, ils vont juste avoir plus de dragons, et puis en plus, ils vont être quasiment de la même taille, et puis ils vont avoir plus d'armées, et puis en plus, Port-Réal va rentrer en mutinerie. Donc on a vraiment cette sensation que scénaristiquement, c'est logique, hein, il faut un balancier autour de la saison sur, il y a un camp qui gagne, et à la fin de saison, ça va être un autre qui va gagner. Et du coup, mon cher Guerre, je pense qu'on a fini l'analyse de cet épisode. On a réussi à tenir une petite analyse d'à peu près une dizaine de minutes. Je suis assez fier de nous. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu le mot de la fin ? Je pense que c'est ce que beaucoup de gens sont en train de dire. S'il vous plaît, le mot de la fin. S'il vous plaît. J'ai autre chose à foutre. Du coup, mon cher... En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir d'analyser cet épisode. Et je tiens à remarquer que là, ça fait 2 épisodes que je prends beaucoup plus de plaisir à regarder House of the Dragon. Moi aussi. Et c'est pas obligé d'avoir des gros combats. Là, je sens la fibre de Game of Thrones qui vraiment est en train d'arriver. Et beaucoup de gens disaient « Ouais, mais attention à House of the Dragon, le succès de la saison 1 de House of the Dragon va pas être le même. Enfin, regardez, le Game of Thrones première saison, c'était pas le succès que c'est. » Et là, pour le coup, pour la première fois depuis le début de la saison, j'ai envie d'y croire. Là, je me dis, il y a une montée en niveau. Bon, c'est dommage que dans l'épisode c'est fini, mais il y a une montée en niveau. Mais c'est excellent depuis le début. Non, mais c'est excellent depuis le début, mais on sent qu'il y avait une marche en dessous de Game of Thrones. Là, je me dis, ça peut. Là, ça peut être le niveau. Ouais. En tout cas, je trouve que les personnages qu'on trouvait fades au début sont de plus en plus intéressants. Regarde l'épisode précédent. Bella Velaryon, elle est très bien. Là, Rhaena Velaryon est très bien. Je pense que les fils de Corlys ont un potentiel. On a Hugh Marteau qui est apparu. On a Cole qui est plus nuancé. On a Larys qui était, je trouve, très décevant dans ce début de saison 2 qui la redevient bien. Non, là vraiment on est sur du très très bon. Donc non, moi je suis très content. Le mot de la fin, ça sera merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci aux tipeurs pour votre soutien, il est très important. Et il est crucial merci. Même sur l'été où du coup les vidéos font beaucoup moins de vues et on a, vous le voyez, on est obligé de déplacer le plateau, il y a des coûts associés aux vidéos. Merci beaucoup à tous les tipeurs. Voilà, et n'hésitez pas à mettre un commentaire, à nous dire ce que vous pensez de tout ça. Pas de spoil sur les livres. À House of the Dragon, on a une personne qui modère les commentaires, et s'il y a des spoils, malheureusement, vous serez cachés et on ne pourra plus lire, on ne pourra plus vous lire sur la chaîne, et ça serait fort dommage. Et n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, pour retrouver de nouvelles aventures de Cult & Click. À très bientôt, ciao.